Bonjour, nous sommes le dimanche 24 novembre 2024, 24-11-24. C'est assez, on va dire, presque symétrique. Ouais, on va dire c'est comme c'est une belle symétrie, 24-11-24. En fait, c'est 241 124. Ouais, c'est comme, voilà, c'est comme si on avait un axe de symétrie. Bon, 241 124. Non, non, c'est pas parfaitement symétrique parce que le 2 et 4 sont enfin, j'ai rien dit. Disons que bon, on est le 24 novembre, dimanche 24 novembre 2024. Et la météo s'est, je veux dire, améliorée. La température a nettement monté. Bon, il se dit qu'il y a une dizaine de degrés, 10 par rapport à ceux qu'on a connus. Auparavant, on était proche du zéro avec des neiges, des neiges qui sont tombées dans différentes, voilà, euh, différentes régions différentes régions. Et on retrouve dans certaines rues des gros blocs de neige. Hein. Des gros blocs de neige, je ne sais pas par quelle entremise. Ces gros blocs, je veux dire, un petit peu, je veux dire, difformes, arrondis, difformes, bon, se sont produites, parce que c'est quand même des gros blocs. Je ne sais pas comment ça s'est produit, mais à mon avis, c'est une des neigeuses qui est passée. Et bon, ça a fait voilà, ça s'est agglutiné en, je ne sais pas comment. Euh, c'est intéressant de savoir comment ça s'est produit, ces espèces de grosses, je veux dire, parcelles on va dire, de neige, qui sont en forme plus ou moins sphérique, difforme. Ben, je sais pas comment ça s'est produit ça, mais enfin c'est intéressant de savoir. Bon, ceci étant dit, bon, il fait meilleur aujourd'hui, et je ne sais pas comment les jours suivants vont se passer, mais en tout cas, on est toujours en automne. Hein. On approche de l'hiver, parce que l'hiver c'est le 21 décembre. Voilà, et on ne sait pas ce que va nous procurer, je veux dire, les jours qui suivent. Bon, ceci étant dit, je vais voir ici une vidéo qui va concerner, bon, quelque chose de fondamental de l'univers, de la Terre, et de ce qui nous anime tous les jours. C'est-à-dire les forces. Bon, quand je parle de force, bon, à côté il y a son corollaire. Bon, quand on parle de force, parfois on est obligé de parler de l'énergie qui va avec. Les énergies, force et énergie. Et donc, ici, je vais plutôt parler, me concentrer sur les forces. Les forces. Sur les forces. Parce que les forces, on les rencontre tous les jours. Euh, alors, je rappelle que les forces, avant toute chose, c'est une relation de cause. Alors, la relation avec quoi? Ben, avec un effet. Euh, Quand on met en application des forces, bon, pour pouvoir mettre en application des forces, comme je l'ai dit, il faut une certaine forme d'énergie. Parce que quelqu'un, par exemple, qui n'a pas mangé, bah, il ne mange plus pendant quelques jours, il n'a plus d'énergie, il va rester dormir, il ne sait plus appliquer des forces. On va lui dire de prendre certaines choses, il ne sera pas parce qu'il en manque d'énergie. Parce que voilà, s'il n'a pas mangé pendant plusieurs jours, c'est normal que bon, il perd de l'énergie et il n'a plus de force pour pouvoir voilà, travailler ou quoi ou qu'est-ce. Et ça se passe chez les malades. Hein. Les malades bon, sont en manque d'énergie et donc ne savent pas travailler correctement parce que leur corps en maladie sont voilà, dans un état de faiblesse. Alors, une force, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est une relation de cause à effet. C'est pour provoquer des causes. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait de l'énergie en arrière-plan pour pouvoir pratiquer des forces. Parce que sans force, sans énergie, on ne sait pas pratiquer des forces. Et bon, ce qui veut dire que dans le monde que nous vivons, c'est-à-dire nous sommes dans un monde, dans un univers bien sûr qui est considéré comme un univers doué d'un espace, trois dimensions, et bien sûr voilà, d'un temps qui nous anime. Donc dans l'espace-temps se provoquent des événements. Il y a des événements. La plupart de ces événements le, le, sont produits par, je veux dire, variation. Ce sont des événements variables. Et justement, quand il y a des énergies variables ou des forces variables, ou voilà, eh bien, euh, on a ce qu'on appelle, je veux dire, une certaine forme de,
voilà, de variations à un instant T1, T2, ben, on a des variations. Alors, quand je dis espace-temps, ben, il n'y a pas que ça dedans. Comme je dis, il y a toujours beaucoup de choses dedans. Il y a toutes sortes de formes d'énergie, toutes sortes de formes de force. Il y a toutes les grandeurs physiques que l'on peut trouver dans l'espace-temps. Donc ce sont, voilà, on va dire, soit à un instant donné, ça ne bouge pas, T1. Par exemple, si je prends une énergie que j'appelle E1, en T1, si on a la même forme d'énergie, E2 en T2, c'est deux temps différents, et si E1 égale E2, ben là, il n'y a pas de variation d'énergie. Maintenant, si on a E1 différent de E2, ben on a une variation d'énergie. Tout le monde de la physique est régi par soit voilà, quelque chose qui ne bouge pas, c'est un état de repos et d'équilibre, ou soit quelque chose qui bouge, c'est-à-dire une variation. Alors, on peut avoir des variations. Alors, attention que les définitions d'état d'équilibre sont bien définies spécifiquement. On ne définit pas, je veux dire, un état d'équilibre, je veux dire, parce que l'équilibre, qu'est-ce que c'est? Il y a un équilibre thermique, un équilibre thermodynamique, un équilibre voilà, cinématique, un équilibre dynamique. Il faut faire très attention à la notion d'équilibre, parce que ça répond à des définitions, je veux dire, propres, bien définies, par le monde de la physique. Hein. Ils ne définissent pas, voilà, il y a voilà, des équilibres chimiques, et tralala, tout ça, c'est défini. Un équilibre chimique, c'est défini bien particulièrement par voilà, des vocabulaires et des termes qui essaient d'approcher au plus, je veux dire, cette notion d'équilibre, par exemple, équilibre chimique. Et donc, vous voyez que le monde qui nous entoure, ben, c'est que de l'énergie et c'est que des forces, mais pas que, parce qu'il y a deux autres variables. Il y a des autres possibilités de grandeur variable. Il y a d'autres possibilités. Alors, bien sûr, tout s'anime. L'animation, c'est justement les variations. Hein. Il y a des choses qui sont constantes, et il y a des choses qui s'animent pendant, si vous prenez voilà, une mesure, pendant un écart de temps donné de T1 à T2, il y a bon, des choses qui vont varier. Et justement, le propre du physicien ou du chimiste ou du voilà, de la personne qui voilà, fait des observations, ben, regarde qu'est-ce qui est en rapport avec quoi et qu'est-ce qui varie, qu'est-ce qui reste constant. C'est le propre, je veux dire, voilà, de l'expérimentateur. C'est le but premier de l'expérimentateur, c'est de mettre en relief certaines grandeurs physiques et voir si l'une varie par rapport à une autre, si elles sont voilà, variables ou constantes ou tralala. Voilà. Bon, bah ici pour pas m'égarer, bien sûr, parce que le monde de l'univers, enfin l'univers en soi, bah, il est gigantesque. Bon, on peut pas, je veux dire, le décrire tellement il est vaste. Mais en tout cas, il y a beaucoup de lois physiques qui régissent cet univers. Il y a des lois, comme on a écrit des lois pour, je veux dire, que l'on doit, voilà, des lois, on va dire, de justice. Ben, c'est des lois qui sont écrites qu'on doit respecter. Eh bien, l'univers est régi par des lois qui sont respectées. Donc, l'univers est régi par des lois qui sont respectées. Et donc, bien sûr, et l'être humain, on voit les observations et donc met en relief mathématiquement ces relations. Il met des équations qui régissent ces lois. Donc, il y a des lois bien définies de l'univers et ben, sous forme mathématique, on essaie d'écrire des relations mathématiques en travers des variables ou des constantes, peu importe, qui font que on peut décrire, je veux dire, un environnement, voire un système, voire voir un corps, voir une particule, voir ce qu'on veut. On peut tout étudier tout ce qu'on veut. L'univers ici est, je veux dire, assez vaste et on peut retrouver pas mal de choses que l'on peut étudier dans l'univers, visible ou non visible. Hein. Parce que c'est vrai que la première des choses qu'on veut étudier, c'est le visible, mais il y a beaucoup de choses de non visibles, bon, qu'on n'a pas étudié pendant des années, enfin, qu'on n'a pas étudié parce qu'on n'avait pas les connaissances pour pouvoir les palper, je ne vais pas dire les toucher parce qu'on ne sait pas toucher du non visible, mais après le non visible a été, je veux dire, étudié par des appareillages qui sont venus, et par exemple je pense aux fréquences, voilà, aux ondes, voilà, c'est ça que je disais, aux ondes. Voilà, les ondes, bon, on ne les voit pas, c'est difficile pour les premiers êtres humains de pouvoir étudier les ondes parce que bon, ils ne voient pas. Mais ils peuvent étudier déjà quelque chose qu'ils voient, c'est déjà difficile d'étudier, mais maintenant, si on ne voit pas, c'est encore plus difficile. Donc là, il faut attendre voilà, plusieurs années pour qu'on ait des appareillages qui puissent
je veux dire, voilà, entrevoir certaines causes, certains effets, voilà, des ondes. Et bah, puis étudier les ondes et essayer d'écrire un modèle mathématique sur les ondes. Donc ici, quand je vous dis force à effet, vous le rencontrez tous les jours. Vous marchez, vos pieds, c'est des leviers. Hein. Prendre par la main, l'appréhension, voilà, au travers de la main, c'est aussi des leviers. Alors l'être humain est articulé, bah, c'est tout un ensemble, je veux dire, voilà, euh, euh, de leviers qui sont articulés par la mise en action de force. De force, bien sûr, force musculaire, c'est grâce aux muscles. Bien sûr, grâce au cerveau, parce que le cerveau, il envoie, voilà, voilà au travers des nerfs, je veux dire, il envoie des signaux pour pouvoir contracter ou non un muscle et le faire, voilà, pouvoir à l'aide de, on va dire, euh, d'articulation, mais surtout de, comment on appelle ça, euh, je vois plus le nom, c'est enfin bref, c'est comme des tiges, c'est ligament, voilà, les ligaments, je cherchais le mot. Ligaments. Donc avec des ligaments, des articulations, des muscles, voilà, on tire et on fait bouger la partie d'un membre. Par exemple, on fait bouger le pied, le coup de pied, voire on fait bouger euh, euh, le genou, le coude, les épaules, le cou de la tête, parce qu'il y a aussi le coup de pied, COU. Voilà, donc on peut faire bouger ce qu'on veut grâce aux parties articulées du corps et des muscles et des nerfs, bien sûr, les nerfs qui transmettent des signaux aux muscles, et bien, grâce aux ligaments, les muscles et les ligaments, ben, je veux dire, tout ça fait effet de levier pour pouvoir voilà, soulever, voilà, avoir une flexion, avoir une torsion, avoir ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on veut, non, mais avoir. Enfin, donc vous voyez que. Alors, flexion, torsion, ce sont des mouvements, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, généralement, les forces induisent quoi? Ils induisent un mouvement. Les forces induisent un mouvement. Bon, maintenant, on n'est pas forcément. Alors, les mouvements, il y en a partout. Hein. Quand vous voyez des trains, des trams, des avions, des bateaux, voilà, des gens qui courent, des vélos, tout ça, c'est du mouvement induit par des forces. Et donc, il faut une énergie pour faire tourner. Par exemple, une voiture, il faut aller à la pompe à essence. Vous prenez votre essence, votre diesel, votre. Voilà. euh, bon, certains roulent avec des combustibles qui sont interdits de circulation. Bon, c'est répréhensible, des combustibles répréhensibles à la conduite. Bon, mais en tout cas, bon, il existe beaucoup de combustibles. Hein. Voilà, on peut rouler avec voilà, des huiles spécialisées. Par exemple, je pense aux huiles de colza, etc., etc. On peut en faire voilà, des combustibles. Voilà, beaucoup de choses peuvent être combustibles dès le moment où il y a une énergie dans le, comment on appelle ça, hum, euh, dans- on sait soutirer une énergie, mais attention que il faut que ce soit quelque chose qui soit fortement énergétique, parce que si c'est pas fortement énergétique, euh, on va consommer beaucoup, faire tourner beaucoup de produits, alors qu'il voilà, il n'a pas beaucoup de rendement pour faire tourner un véhicule. Alors il existe beaucoup, dans toutes les matières sont énergétiques, mais il y en a qui sont plus énergétiques que d'autres, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Donc on peut inventer toutes sortes de moteurs, moteurs de type électrique, voilà, avec de l'énergie électrique, l'énergie du nucléaire, voilà, de l'énergie, ce qu'on veut comme type d'énergie, énergie fossile, énergie, voilà, du soleil, énergie, de toutes sortes d'énergies peuvent mettre en branle des forces pour pouvoir créer un effet, par exemple, de mouvement. Mais il n'y a pas que cet effet-là, parce que les forces peuvent provoquer, je veux dire, aussi des déformations. Donc les effets, il y en a de plusieurs types, hein, des formations. Alors quand je dis mouvement, par exemple, je pense mouvement bon, que vous faites tous les jours en voiture, c'est-à-dire que mettez un véhicule d'une certaine masse, d'un certain poids. Déjà, le poids est une force, je vous rappelle, hein, c'est la masse fois la gravitation. Le P est égal à M fois G. Le poids est une force, voilà, qui dépend voilà, de la gravité. Donc sur la Lune, on n'a pas la même gravité que sur Terre. Donc ce qui veut dire que, bon, on pouvait faire des trajets en véhicule, on pouvait faire des lignes droites, on pouvait tourner en cercle,
Voilà, mais concernant l'atome, c'est pas comme ça. L'atome, ben voilà, l'atome tourne au niveau de l'atome, on a les électrons qui tournent autour du noyau. Donc là, on a un mouvement circulaire. Voilà, de type circulaire. Pourquoi? Parce qu'on a des forces. Là-bas, on a des forces de type, on a des forces électromagnétiques. Ça, c'est une chose. Et donc, on a des forces d'attraction, voilà, avec le noyau et qui contient des neutrons qui sont neutres. Il n'y a pas de charge. Par contre, il y a des protons qui sont positifs et on a l'électron qui est négatif. Donc, il y a une attirance. Il y a une attirance entre les électrons négatifs et les protons positifs du noyau. Ça s'attire. Mais en plus de ça, il est en mouvement. Donc, il y a ce qu'on appelle, voilà, une force. Il y a différents types de forces. Une force coulombienne et une force de type centrifuge. Centrifuge. Voilà. Et donc, ces deux-là concourent à avoir un certain équilibre de rotation autour du noyau. Et c'est ce qui se passe aussi avec les astres. Ouais, par exemple, la Terre qui tourne autour du Soleil, etc., etc. Voilà, concourt à avoir, voilà, des orbites qui sont en équilibre. Je vais parler plutôt d'équilibre, voilà, d'orbite. Voilà. Donc on connaît les différents types de planètes. Voilà, Uranus, Pluton, Mercure, etc., qui tournent autour du Soleil. Et donc on appelle tous ces planètes-là qui tournent autour du Soleil, qui sont en équilibre autour du Soleil, qu'on appelle, bien sûr, on appelle tout ça, voilà, les planètes du système, on va dire, du système solaire. Système solaire. Ils tournent autour du Soleil. Alors, donc, ce qui veut dire qu'ici, bon, une force peut créer une déformation. Par exemple, vous prenez une éponge, vous pouvez l'écraser. Vous pouvez l'écraser, l'éponge, voilà, vous voyez son effet. Vous appliquez des forces, mais pour ça, il faut avoir une certaine forme d'énergie. Vous appliquez une force, une énergie musculaire. Alors, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types d'énergie. Hein. Énergie solaire, énergie thermique, énergie chimique, énergie calorifique, énergie nucléaire, énergie... voilà, c'est pas ce qui manque dans les énergies. C'est pas ce qui manque. On a... l'univers est doué... voilà, tout à l'heure, je cherchais un mot qui est ce qui est sur Terre, sur Terre et dans l'univers, c'est ce qu'on appelle, on va dire, la diversité. Voilà, diversité. Par exemple, si je prends les arbres, on n'a pas qu'un seul arbre, on a différents types d'arbres. Voilà. Je prends les fleurs, il y a différents types de fleurs. Vous avez le choix. Pour les fleurs, vous pouvez étudier les fleurs, voilà, ad vitam aeternam, tellement, je veux dire, il y a tellement de fleurs, tellement d'insectes, tellement de plantes, tellement d'astres. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, avec les planètes, il y a tellement d'astres. Et tellement je veux dire, de choses sur Terre. Alors il y a différents types de métiers, bon, différents types de personnalités, on a différents types d'outillage, etc., etc. Vous voyez que ce qui se passe ici sur Terre dans l'univers, c'est qu'on a une certaine forme de diversité. C'est ce qui était donné dans l'espace-temps, c'est la diversité. La diversité pour pas avoir un monde tout blanc où je veux dire, il y a que du blanc. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Le monde d'espace-temps est animé. Il est animé. Il est animé par beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui met l'animation? Mais justement, c'est ces énergies. Ces énergies qui mettent en branle des forces. Et ces forces qui créent voilà, des effets. Alors attention que, bien sûr, il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que des énergies, des forces. Hein. Voilà, parce qu'il y a d'autres grandeurs. Je pense à la pression, voilà, etc., etc. Température, les masses, voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans un espace-temps. C'est multivarié. Il y a beaucoup de variables, il n'y en a pas qu'une seule. Comme je vous dis, c'est la diversité. C'est ça qui prime la loi de l'univers. La loi universelle, c'est que il y a des grandeurs diverses. Bon, certes, beaucoup sont reliées entre elles. Et je pense par exemple à l'énergie et la force. Bon, énergie, derrière une force se cache une énergie. On va dire ça comme ça. On puise de l'énergie pour pouvoir voilà, mettre une force en branle, une force je veux dire, en action. Alors, on parle d'action, réaction. Alors, par exemple, je pense à une personne qui a des ennuis judiciaires, ou des ennuis, je veux dire, voilà, des problèmes, on va dire des problèmes qui doivent passer en justice. Bon, ben, il va mettre toute son énergie, on dira, il mettra toute son énergie pour pouvoir se défendre. Donc, il mettra une force, et la force nécessaire et l'énergie nécessaire pour pouvoir se sortir voilà, d'un méfait, je veux dire, justiciable. Voilà. Donc, vous voyez que le mot énergie-force est utilisé, je veux dire, au quotidien.
bah, notamment dans les tribunaux, il y a des avocats qui travaillent avec énergie pour pouvoir sortir leurs clients de certaines affaires judiciaires ou autres. Hein. Il n'y a pas que les affaires judiciaires dans les tribunaux, il y a beaucoup de types d'affaires. Mais ne fût-ce que regarder au quotidien les guerres, au quotidien, mais, ce sont des énergies, des stocks, voilà, voilà, il y a des stocks d'armement qui sont mis voilà, en fabrication, en construction, pour pouvoir établir des stocks et pouvoir, je veux dire, on va dire, faire des frappes. Ce que je n'aime pas, c'est bon, bien sûr que la guerre est très néfaste pour les êtres humains, mais je veux dire, c'est ceux qui les créent qui sont responsables. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais disons que ce qui se passe, c'est que c'est une force énergie qui est mise en action entre différentes factions, voilà, différentes contrées, différents pays, et qui voilà, qui se bataillent pour pouvoir donner, ils se donnent le maximum d'énergie pour pouvoir essayer d'avoir des gains d'intérêt. Donc vous voyez, cette notion d'énergie force, elle n'est pas que dans voilà, dans la consistance de voir ça comme une action, voir une réaction, parce qu'une force crée une action, mais elle crée une réaction. Alors c'est comme bon, dans un conflit, quelqu'un qui va agir d'une certaine façon, le pays adverse va réagir en contrefaçon, en contre-réaction. Donc, je veux dire, l'action-réaction, bon, ce principe-là, voilà, il est vu, je veux dire, de multiples manières. Donc, la force est quelque chose, je veux dire, qui anime le monde au quotidien, le monde au quotidien et l'univers au quotidien. Il y a voilà, des énergies qui sont mises en branle tous les jours, des forces qui sont mises en branle tous les jours, et la notion de force, c'est quelque chose que, ne fût-ce que de se réveiller au matin, de sortir du lit, descendre par exemple les escaliers, mais voilà, vous mettez votre force musculaire pour pouvoir voilà, descendre des escaliers par exemple. Voilà, et marcher c'est des forces musculaires. Bouger, c'est des forces musculaires. Voilà, donc vous voyez que la notion de force, elle est, je veux dire, elle est, je veux dire, présente au quotidien. Présente au quotidien. Ah, donc c'est ça que je veux voir, c'est une notion de force qu'on rencontre au quotidien et qui sont bien sûr toujours présentes dans les atomes. Hein. On a tout plein de forces. Alors les interactions faibles, les interactions fortes, les interactions faibles, tralala, tralala, dans les atomes. Alors, maintenant, ça c'est quand on descend de l'atome, maintenant on peut voir les énergies dans l'univers, mais maintenant on va parler jusque-là, on va regarder, par exemple, je vais prendre l'être humain ou les animaux. Première idée de la notion de force, ben, elle est donnée par l'effort musculaire. Tous les jours, vous mettez en branle l'effort musculaire. Alors comme je l'ai dit, si vous n'avez pas mangé, vous ne savez pas faire d'effort musculaire. Hein. Donc l'effort musculaire bon, permet de travailler au quotidien, prendre des blocs de béton, voilà, prendre du bois, soulever une machine, soulever du poids, tralala, tralala. Donc voilà, forêt, ne fût-ce que forêt, vous prenez une machine sur main, forêt, ou peu importe, vous fraisez, vous forez, peu importe ce que vous faites, ouais, je veux dire, ça va induire un effort musculaire. Alors, pour mettre en mouvement une voiture qui est à l'arrêt, pour l'arrêter, s'il est en mouvement, ben, il faut appliquer des forces. Il faut appliquer des forces, ce qu'on appelle, bien sûr, pour la mettre en mouvement, bon, pour l'arrêter, c'est des forces de freinage. On met en application des forces de frottement, ce sont des forces de frottement. Alors tout dépend du type de frein. Bon, il existe différents types de freins. Mais les voitures, on connaît les freins à disque, avec un piston qui vient voilà, s'appuyer sur un disque. Ou les freins, je veux dire, si vous voulez, voilà, il y a différents types de systèmes de freinage. Hein. Bon, le but ici, c'est pas de voir les systèmes de freinage, mais bon, un avion qui est trop lourd, ben, on peut mettre aussi voilà, des réacteurs en sens inverse pour pouvoir arrêter l'avion. Donc vous voyez qu'il y a différents types de systèmes de freinage. Bon, le but ici, c'est pas de voir les systèmes de freinage qu'on retrouve en mécanique, notamment sur les véhicules ou les camions, peu importe, ou voir les trains. Donc, pour pouvoir mettre une voiture en mouvement, bien sûr qui démarre du point de repos, mais il faut des forces. Donc au niveau du moteur, on demande voilà, d'enclencher par exemple la première vitesse, la vitesse, on met en première vitesse, là on a deux couples,
sur la première vitesse, voilà, le moteur tourne pas vite, mais parce que c'est normal, parce que c'est la première vitesse. Voilà, le but c'est pas de faire tourner très vite le moteur au démarrage, c'est d'avoir du couple. Voilà, et donc une fois qu'elle est démarrée, on repasse en deuxième. Voilà, on peut mettre moins de couple, mais le problème c'est que bah, là, à ce moment-là, on a moins de couple, mais la voiture peut aller un peu plus vite. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça permet de faire avancer une voiture en première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse, grâce à un système de boîte de vitesse, à engrenage par exemple, à engrenage, hein, eh bien, on sait faire appliquer des forces à la voiture pour lui donner voilà, une forme de mouvement. Maintenant, pour le freiner, comme je dis, il y a un système de freinage, euh, par exemple, à disque ou autre. Alors, je pensais aussi au vélo. Hein. Le vélo, il y a des patins de frein. Voilà, on fait du frottement aussi. Et ça vient frotter sur les, voilà, la partie cylindrique qui est qui contient le pneu. Voilà, la partie qui contient le pneu, qui est voilà, euh, ça vient frotter sur le fer. Voilà, dans le, voilà, vous avez les rayons avec le rayon. Attention que ça c'est pas le pneu. Hein. Voilà, sa partie où il y a tous les rayons. Voilà. Alors là il y a un centre avec tous les rayons qui viennent se mettre, qui viennent établir la résistance. Voilà, voilà. Ensuite vous avez le pneu. Le pneu se met au-dessus. Voilà. Donc, pas confondre le pneu qui est ici, voilà, avec la partie métallique ici. Et donc, sur cette partie métallique viennent se frotter, bien sûr, des patins. On met des patins. On met des patins de frein. Et donc, ça permet, je veux dire, d'avoir un freinage mécanique, par frottement. Donc, les freinages, généralement, on essaie de faire du frottement. Alors, si maintenant vous n'avez plus de frein, vous freinez avec vos pieds. Ouais, si malheureusement vous perdez vos freins, avant ou arrière, peu importe, mais vous mettez vos pieds sur voilà, cette partie métallique. Alors, pour faire varier la vitesse d'un mobile, qui est déjà en mouvement, ben là, à ce moment-là, vous allez enclencher, voilà, il est en mouvement, vous allez chercher du couple, ben vous allez changer, grâce à la boîte de vitesse, vous allez changer, je veux dire, les rapports, la boîte de vitesse pour avoir plus de couple. Donc, elle va donner une force plus grande pour pouvoir la faire tourner plus vite. Enfin, oui, la faire tourner avec plus de force. Mais après, vous avez voilà, plus de vitesse. Hein. La vitesse est beaucoup plus grande. Parce que quand on dit deuxième vitesse, elle est plus grande que la première. Hein. Troisième vitesse est plus grande que la troisième, que la première, etc., etc. Donc les vitesses sont beaucoup plus grandes. Voilà, au niveau de la vitesse. Donc, mettre en mouvement une voiture, ça peut se faire par une boîte de vitesse. Bon, ben, si vous voulez le faire, elle est déjà en mouvement, vous voulez l'accélérer, ben, bien sûr, il faut appuyer sur l'accélérateur, bien sûr, pour pouvoir la mettre. Il faut ramener, ouais, bien sûr, plus d'essence, etc., etc. Accélérer, c'est ramener plus d'essence. Et voilà. Et donc, généralement, la voiture, c'est un bon exemple parce que dans une voiture, on trouve beaucoup de choses. Notamment le moteur. Dans le moteur, on a ce qu'on appelle des pistons. Alors les pistons travaillent à la compression et à la détente. Bien sûr, il y a un échappement, il y a une admission à un échappement. Mais ça, c'est pas ça que je vais expliquer ici. C'est juste que les forces ici, on a dans le piston, voilà, il peut travailler. Voilà, soit en compression. Ouais, comme je l'ai dit, il y a de l'air qui rentre. Hein. Il y a de l'air et puis qui s'échappe. Admission, échappement, etc. Mais ici, bien sûr, avec des bougies, si c'est voilà, pour pouvoir faire l'explosion, etc. Mais le but ici, c'est de vous montrer que bon, un piston, il peut faire une compression et une détente. Mais attention qu'ici, on est déjà en mécanique des fluides. Hein. Parce que, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir ici de l'air, un mélange air-essence. Par exemple, si c'est une voiture essence.
Voilà, c'est le mélange air, c'est un gaz. L'essence, c'est un liquide. Donc on est en plein, on va dire, mécanique des fluides. Voire même, comme il y a beaucoup d'énergie, des énergies qui vont sortir de là, ben on est aussi en thermodynamique. Donc vous voyez que les forces de compression, force voilà, en détente, ben, vous voyez que c'est une pleine application des forces. Hein. Alors si vous voulez comprimer une balle en caoutchouc, avec un gros ressort comme ceci, vous voulez le comprimer avec un bloc soutenu par un ressort, vous voulez comprimer la balle, ben voilà, il faut appliquer des forces. Si vous voulez faire de l'écrasement de matière, par exemple vous mettez des tôles, vous voulez tout écraser, ben, tout ce qui est écrasement c'est des forces. Vous voulez détruire, couper, etc. C'est toutes des forces. C'est toutes des forces. Alors il y a les forces rotatives, forces, voilà, par levier, je pense, ou ciseaux. Alors il y a des machines qui cassent tout. Elle entraîne tout dans. C'est rotatif, mais c'est tellement puissant comme machine. Voilà, tellement costaud. Bon, qu'elle mange tout. Hein. Elle avale tout, elle écrase tout. Voilà, donc il y a toutes sortes de machines. Donc, comment peut-on voir l'existence d'une force? Mais elle se manifeste par ses effets. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une force? Mais c'est toute cause capable de, on va dire, produire une accélération ou une déformation. Toute cause capable de provoquer un mouvement, donc une accélération. Toute cause capable de un mouvement, c'est-à-dire un mouvement, on va dire, c'est produire une accélération ou une déformation. Alors, vous aurez compris que ces forces-là, bon, on les connaît depuis longtemps. Hein. Pour construire une pyramide, bah, il faut mettre en branle des forces. Voilà, pour construire des chars. Quand je dis des chars, c'est les anciens chars avec les chevaux. Ouais, les Babyloniens, ils avaient fait ça, des chars avec des chevaux. Voilà, les Égyptiens, l'Empire égyptien, Babylonien, les Perses et tout, etc. Bon, ils avaient tous voilà, des chars avec des chevaux, etc. Bon, les contrées étaient parcourues par des chars avec des chevaux. Bon, assez simpliste, mais bon, avec des roues. Mais maintenant, pour aller sur le Nil, ben, sur le Nil, là, à ce moment-là, ou dans les mers, sur la côte, par exemple, ben, ils avaient des voiliers. Donc, un voilier se met en mouvement grâce à des forces. Et les forces, c'est lesquelles? C'est les forces du vent. Donc, vous voyez que tout à l'heure, je parlais de différents types de forces. Mais ici, un voilier peut être mis par les forces du vent. Donc, alors bon, il y a certains bateaux, tels que les bateaux qu'on retrouvait sur le Mississippi. Bon, il y avait des petits moteurs, et il y avait des espèces de... Voilà, sur les à côté, à droite et à gauche, il y avait voilà, des espèces de, turbines à pales. Turbines à pales, sur à droite et à gauche, pour pouvoir faire des mouvements de rotation des mouvements de rotation circulaire à droite et à gauche. Et c'est comme des roues, mais des roues sur l'eau. Des roues sur l'eau. Et donc le bateau avançait comme ça. Et voilà, sur Mississippi, c'était comme ça, c'était des bateaux avec des roues à pales. Voilà. Et donc, le moteur arrière d'un bateau peut être aussi voilà, une turbine avec des pales. Des pales. Voilà, on met des forces en mouvement. Alors, si vous, par exemple, vous jouez à un jeu qu'on appelle le MIS, je ne sais pas si vous connaissez le MIS. Le MIS, c'est un, on va dire, c'est un lance-bille. Voilà, je pense au lance-bille de billard. Bah, vous prenez, vous tirez sur le lance-bille. Alors, il y a un ressort, bien sûr. Hein. Il y a bille arrive. Et puis, alors il peut être électrique aussi. Hein. On peut avoir un lance-bille de billard électrique. Il peut se faire par un bouton électrique ou soit en manuel. Alors avec en manuel, bon, vous tirez
voilà, on va dire une manette, une espèce de manette. Vous tirez, puis après la bille arrive, et vous lâchez la manette, et elle frappe la bille, et, et vous devez jouer, bon, ce qu'on appelle un billard. Un billard, c'est billard électrique. Hein. Alors, le ressort, il fonctionne à la compression. Donc, lorsque le ressort a été préalablement, si vous voulez, comprimé, quand vous le lâchez, le libérez, ben, le ressort il prend rapidement, bon, on va dire sa forme initiale. Et donc, il revient à ça, ben, avec une certaine vitesse. Et il vient frapper, si vous voulez, la bille. La bille. Et donc la bille, bien sûr, elle est lancée pour aller là où elle doit aller. Ça dépend de ce que vous voulez qu'elle aille. Et à ce moment-là, vous manipulez, je veux dire, toutes sortes de, voilà, des espèces de petites manettes pour pouvoir diriger la bille, soit dans un trou ou toucher quelque chose de bien précis. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, alors maintenant vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est que le ressort? Le ressort, c'est une force élastique. 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 Donc, alors, vous savez très bien qu'avec un ressort, on peut créer un... Bon, il est possible de créer un mouvement oscillatoire. Donc on a un oscillateur, on va dire, bon, on peut avoir ceci, mais on peut avoir une exponentielle qui suit, hein, c'est-à-dire un amortissement. Ça, je pense au ressort de voiture. Mais s'il est entretenu, comme ça, on a une sinusoïde, voire une cosinusoïde. S'il est entretenu. Une sinusoïde pure ou une cosinusoïde pure. Ouais, s'il n'est pas entretenu, il est amorti, ben on a ça. Et ça, c'est une force élastique, comme par exemple les voitures. On recherche à avoir le meilleur amortissement possible grâce à un ressort et bien sûr à un piston. Hein, parce qu'il y a un McPherson, c'est constitué voilà, d'un espèce de piston et d'un ressort. Voilà, donc, le ressort, c'est une force de type élastique. Alors, ce qu'on peut avoir aussi comme oscillation, ben, bien sûr, il faut mettre une force en action pour pouvoir avoir un pendule. Alors, encore une fois, on peut avoir un pendule avec un système amorti ou un système sinusoïdal. Alors, pour ça, il faut qu'il soit entretenu. Par exemple, je pense à un pendule d'horloge. À ce moment-là, il faut remonter mécaniquement derrière ou mettre une batterie ou une pile derrière pour pouvoir avoir un espèce de mouvement qui est de type pseudo, parce que ça n'existe pas le mouvement comment est-ce qu'on appelle ça, le mouvement perpétuel, ça n'existe pas, donc il faut l'alimenter en énergie d'office. Donc, si vous voulez que l'alimenter en énergie, ben on va mettre une pile où il faut le remonter mécaniquement, voilà, etc., etc. Et là, vous aurez un signal pur. Vous aurez un signal pur. Voilà. Et donc, je pense au pendule, mais le pendule, on a des forces élastiques aussi qui vont ramener. C'est comme un ressort, hein, ça se passe comme un ressort, des forces élastiques qui vont ramener voilà, le pendule à sa position de repos, puis passer sa position de repos et faire un mouvement comme ça. C'est un mouvement de va-et-vient. Voilà. Alors là, bien sûr, vous avez une accélération, puisqu'on a un mouvement. Ici, le mouvement, il est, on va dire, en partie circulaire, en partie, parce que bon, si vous voulez un cercle complet, c'est ça. Voilà. Mais il est en partie circulaire, mais il fait un MCUA. On a une accélération tangentielle, mais en partie, parce qu'il va aller d'un certain endroit à un certain endroit. On a un MCUA. Donc on aura une accélération tangentielle variable ici. Une accélération, on a un point, on a une tangente, une accélération tangentielle variable, elle varie. Voilà, et donc les ressorts, ben, ce sont des forces élastiques. Alors le pendule, voilà, c'est un mouvement harmonique oscillatoire. Harmonique, pourquoi? Parce que ben, il va donner des sinusoïdes. Donc,
vous voyez que j'ai pris en exemple le piston d'une voiture. Ben, le piston d'une voiture, c'est de la mécanique des fluides, voire de la thermodynamique. Donc ici, vous voyez qu'on peut comprimer, je veux dire, des gaz. Hein. Alors bien sûr, ici on atteint une certaine température et tout est gazeux hein, quand on comprime. À la compression, quand je dis l'essence est liquide, bien sûr au départ il est liquide, parce que dans votre réservoir il est liquide, mais quand vous comprimez, ben, là on a, voilà, il est lancé une certaine, voilà, on a l'essence et gaz sont mélangés, et on a un mélange gazeux. Bien, pour comprimer, c'est la thermodynamique. Gaz, qui est l'essence mélangée à l'oxygène, voilà, dans le piston. Et donc là, on a un gaz, parce que il est rendu gazeux pour pouvoir le comprimer. Pour pouvoir le comprimer, voilà, on comprime un volume occupé par les gaz. Hein. Alors bien sûr, on aura des volumes occupés par les gaz comprimés et un volume occupé par les gaz non comprimés. Donc il y aura un volume occupé par les gaz non comprimés et un volume occupé par les gaz comprimés. Alors ce qui est force de frottement, je vous ai parlé, donc on peut avoir, donc je peux un petit peu résumer certaines choses, déjà jusqu'à présent. J'ai parlé, par exemple, de la force élastique du ressort. On a ce qu'on appelle des forces élastiques, des forces de compression détente, qu'on retrouve souvent en thermodynamique. Alors les forces de frottement, je vous en ai parlé. Les forces musculaires, au niveau squelettique, ce qui est mis en action au niveau squelettique, pour mettre voilà, en mouvement de levier pour pouvoir marcher ou prendre ou voilà, établir une flexion, une compression, une torsion, etc. de certains membres. Voilà, alors les forces de frottement, bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, c'est entre les garnitures de frein et on peut avoir des freins à tambour. Hein. On peut avoir des freins à disque, voire des freins à tambour. Voilà, aux roues par exemple d'une voiture. Parce que les freins, voilà, on peut avoir différents types de freins pour les camions, les voitures. Freiner une voiture, c'est pas freiner un camion, surtout si le camion est chargé. Parce qu'un camion, quand il perd ses freins, ça crée de gros dommages, notamment s'il est chargé sur une descente. S'il perd ses freins sur une descente, mais il peut causer vraiment d'énormes dégâts. Alors, donc ça devient un très grand danger d'un camion qui perd ses freins sur une descente, notamment s'il est chargé. Donc on essaie d'avoir des camions, je veux dire, des camions, voilà, on étudie bien sûr la force des camions, la force de frottement des camions pour pouvoir s'arrêter avec des gros tonnages, notamment sur une pente. Hein, une pente. Voilà, et donc freiner, on n'arrête pas une voiture ou un camion chargé ou un train qui est très chargé. Hein. Bon, si quelqu'un traverse les voies au dernier moment, bon, le train ne va pas s'arrêter, je veux dire, automatiquement. C'est pas possible ça. Pas possible parce qu'il y a une certaine, voilà, énergie cinétique et pour pouvoir l'arrêter, il faudra, je veux dire, quand même très grande distance. Comparé à une voiture qui peut, je veux dire, même si elle va vite, la voiture, on va dire, quoique bon, tout ça c'est relatif, hein, c'est relatif, d'une voiture à l'autre. Voilà. Alors, bien sûr, vous avez les forces pressantes, hein, notamment celles exercées par les gaz. Alors, je pense pour briser euh, les blocs de rocher, par exemple, pour détruire on va dire des pièces métalliques, des rochers, ce que vous voulez. Ah, bon, voilà. Donc on a une force pressante avec une machine. Avec une machine, vous venez presser, force pressante. Alors maintenant, on peut penser aussi à de la dynamite. La dynamite dans les carrières, on utilise la dynamite pour
je veux dire, qui mettent dans des petites cavités, on va dire creuses, dans le rocher. Et à ce moment-là, on a une détente des gaz provenant de bien sûr, la dynamite. Voilà, la TNT, eh bien, des gaz qui proviennent de l'explosion. Voilà, vous voyez que c'est chimique, hein, une explosion c'est chimique. Et bien sûr, elle va exploser et exercer des forces, on va dire, des forces pressantes sur toutes les parois de la cavité où a été mis là, le produit explosif. Et ainsi, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des fissures et briser. Hein, la, le but de la manœuvre, c'est de briser le rocher. De briser le rocher, de récupérer de la roche. La roche, bien sûr, il y a de la gangue avec de, des matières intéressantes et d'autres qu'on devra purifier. On va essayer de purifier la roche pour éliminer ce qui n'est pas intéressant de ce qu'on doit prendre, de ce qui intéresse. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'explosion d'un mélange air-essence qui était gazeux. Là, ce sont aussi des forces pressantes. Hein. Et ces forces pressantes, bien sûr, déplacent le piston. Bien sûr, des pistons qui se trouvent dans le cylindre d'un moteur de voiture. Hein. Et bien sûr, qui permettent, avec un cycle 4 temps, de mettre en mouvement le véhicule. Hein. Voilà, c'est le cycle de Beau de Rocasse. Le cycle de Beau de Rocasse, voilà. Enfin, je ne sais pas s'il s'appelle comme ça, mais je crois que c'est le cycle de Rocasse ou de Beau de Rocasse, je ne me rappelle plus. Enfin bref. Maintenant, si je prends un gaz, toujours au niveau des gaz, si je comprime un gaz dans une bouteille, par exemple en le secouant, je vais secouer une bouteille, d'avoir voilà, des gaz qui vont avoir il n'y a plus d'équilibre chimique parce que au niveau physico-chimique, je dirais plutôt physico-chimique, si vous commencez à secouer une bouteille, ce qui va se passer, c'est que voilà, les particules de gaz du liquide vont aller remonter dans la partie gazeuse qui est au-dessus du liquide. Et donc on aura bien sûr une grosse partie des gaz qui vont se retrouver là. Et donc on aura une pression, une plus grosse pression parce que vous avez secoué la bouteille au niveau intérieur, dans la partie non liquide intérieure de la bouteille. Les gaz sont plus importants, la pression est plus importante. Et donc là, on a une action qui va se faire sur les parois, et en particulier sur le bouchon. Et le bouchon peut sauter. Le bouchon peut sauter si vous... Voilà, si c'est un bouchon en bois, hein, en liège, on va dire un bouchon en liège. Il peut sauter grâce aux forces pressantes. Donc on rencontre en thermodynamique, ou en, on veut dire, mécanique des fluides, des forces pressantes. Voire en... Bon, maintenant si vous pressez avec une espèce de gros piston pour casser des choses, on n'est pas en thermodynamique ni en mécanique des fluides. Voilà, là on presse avec un gros piston pour voilà, écraser des matières, les casser, les briser, les réduire en particules, les réduire en poudre, les réduire en ce que vous voulez. Alors, les casser, ça se fait aussi avec des espèces de tambours. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, deux tambours qui tournent l'un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Toute matière si les deux tambours sont fabriqués avec voilà, de certaines matières, ben, ça va venir aussi presser, comprimer, casser. Voilà, tout ce que vous avez rentré entre deux tambours comme ceci. Voilà, bien sûr, faut considérer que ici vous avez des espèces de... Idem pour l'autre. Alors, il y en a un, vous allez le faire tourner comme ceci, et l'autre, vous allez le faire tourner comme ça. Et donc, toute matière qui va venir ici,
Voilà, va être écrasé, on va faire des écrasements. Alors, ça peut devenir même pulvérulent ici, en poudre, pulvérulent. Toute matière peut être voilà, comprimée de cette façon-là, de casser par l'intérieur. Alors, vous voyez qu'il y a plein d'efforts mécaniques qui permettent de casser. Hein. Alors, vous pouvez taper avec un piston, écraser avec un piston, faire de l'écrasement. Voilà, vous tapez, la pièce elle passe ici, là ça tombe. Vous avez une certaine forme d'énergie cinétique ici, il va tomber d'une certaine hauteur. Et là, ça va écraser, voilà, écraser la matière, ce que vous avez ici. Voilà, ce que vous avez ici va être écrasé. Idem ici, c'est la même chose, ça va même devenir même pulvérulent. On peut faire des poudres avec ça. On est par écrasement. Donc vous voyez que là on a des forces pressantes, mais on peut avoir des chocs. Des chocs, voilà, des espèces de pression, etc. Voilà. Alors, si je prends par exemple les forces, il y en a encore beaucoup. Hein. Bon, c'est ça qui est. Je dis, il y a une multitude de forces, je vous l'avais dit au départ, c'est qu'on a une diversité. Donc, les diversités, on ne va pas retrouver que ça. Alors, qu'est-ce qui travaille maintenant? Vous savez très bien que la plupart du temps, maintenant, ce sont les machines qui travaillent, notamment les moteurs. On fait travailler des moteurs. Les moteurs aident beaucoup, notamment pour moteurs thermodynamiques, les moteurs électriques, les moteurs de toutes sortes, quelle que soit la forme d'énergie que vous allez introduire. Généralement, dans les usines, on fait travailler des moteurs pour voilà, faire fonctionner des tapis roulants, etc., etc. Bon, tapis roulants parce que bon, dans les usines, vous devez aller dans un endroit à l'autre. Voilà, les tapis roulants, c'est parce qu'il manque. Il y a une péniche qui arrive. La péniche, elle met sa marchandise ici. Par exemple, je pense à des sables, graviers, peu importe, ou matières premières, tout ce que vous voulez. Bon, ça monte ici, ça va dans une usine, une partie éloignée de l'usine. Voilà, alors bon, ici, voilà, ça passe par des. Voilà, ça va. Vous pouvez aller d'un point A à un point B de l'usine grâce à voilà, un espèce de tapis roulant. Tapis roulant. Alors, le problème, c'est que le tapis roulant est peut-être long. Voilà, il est peut-être long. Il est peut-être long pour arriver d'un point A à un point B parce que l'usine, il y a des petites usines, moyennes, petites et grandes usines. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, vous voyez que les moteurs, maintenant, ils prennent la place des êtres humains. Les êtres humains, avant, ils travaillent manuellement. Il y a de moins en moins d'êtres humains qui... On ne tire plus des cordes. On ne tire plus des cordes. Voilà, ce métier-là, c'est maintenant... Vous mettez un moteur en mouvement, les cordes vont être tirées par le moteur. Voilà, on ne tire plus à la main, c'est fini. Dans les bateaux, vous ne voyez pas des gens qui tirent avec des cordes avec les bateaux, parce que c'est généralement des moteurs, on appuie sur un bouton, un moteur. Voilà, et la plupart, les monts de charge, c'est corps des moteurs. Les monts de charge, les ascenseurs, c'est corps des moteurs. Donc, la plupart du temps, vous trouvez des forces, on va dire, c'est des forces de type non plus musculaire, mais des forces mises en branle par un moteur, des moteurs. Et alors tout ce qui est pompe électrique, généralement c'est des moteurs. C'est des moteurs. Bon, pour provoquer une aspiration, un effet d'aspiration, ben, voilà, on met des moteurs. À la moteur, c'est pas ce qui manque. Hein, je veux dire, il y a les moteurs, on peut retrouver dans les aspirateurs, voilà, les ventilateurs, tralala, tralala, tout ça, voilà, c'est des espèces de moteurs, turbines, voilà, tout ça, c'est bon utilisé pour. Bon, ici, si je parle du ventilateur, c'est une hélice pour brasser l'air. On fait tourner une espèce d'hélice pour faire. Ben, on fait quand même tourner via un petit moteur. Voilà. Donc, on brasse l'air. On brasse l'air pour pouvoir faire voilà, un déplacement d'air. Voilà, faire circuler l'air. Et donc, vous voyez que on fait pas ça avec. Anciennement, on faisait ça. Quelqu'un qui avait besoin d'air, ben, quand il faisait trop chaud, ben, on faisait voilà, avec des je sais plus comment ce qu'on appelle ça, voilà. Je reviens pas sur le mot, mais avant il y avait des espèces d'esclaves, ben, ils mettaient, ils créaient une espèce de ventilation. Voilà, je sais plus comment on appelle ceci, ou alors une ventilation peut être créée par voilà, ceci, mais je me reviens plus sur le mot. Voilà, voilà donc les dames qui étaient dans un
voilà, un théâtre, par exemple, quand il faisait fort chaud, ben, voilà, il faisait une petite ventilation avec une espèce de... Je veux dire un mouchoir, c'est pas un mouchoir, je sais plus, je me rappelle plus du mot, des deux mots, voilà, c'est un éventail, voilà, c'est un éventail, c'est ça, je crois, c'est un éventail, un éventail. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, donc ici, vous voyez que la ventilation, on peut faire ça manuellement. Maintenant, vous appuyez sur un bouton, vous avez la ventilation. Alors, si je prends le couvercle d'une casserole, ben, si vous faites chauffer, ben, là, qu'est-ce qui va se passer? Couvercle de casserole, ben, on va voir, ne fût-ce que de l'eau bouillante, hein, vous mettez de l'eau bouillante, ben, le couvercle il va se soulever. Alors, il va y avoir des petits mouvements comme ça d'ondulation. Alors, généralement, ici, on peut mettre une espèce d'ouverture pour faire passer un tout petit peu de pression et faire ressortir voilà, la pression ici. Mais si vous mettez de l'eau bouillante contenue dans la casserole et que vous, bien sûr, ça chauffe, ben, le couvercle il va osciller, il va se soulever un tout petit peu. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, là c'est la vapeur qui crée des forces. Et d'où la machine à vapeur. D'où la machine à vapeur, qui a été créée, je crois, par James Watt. James Watt. Alors, vous allez me dire, ouais, cette casserole-là, elle fait rire. Bah ouais, elle fait rire. Elle fait tellement rire que, si je prends l'histoire de la Belgique, ben, l'histoire de la Belgique, ben, elle a été industrialisée grâce aux Anglais. Et grâce, justement, à l'industrialisation provient de toutes ces machines, je veux dire, qui permettaient, je veux dire, de ne pas travailler manuellement, mais travailler grâce à des machines. La machine à vapeur est voilà, à donner, je veux dire, au niveau industrialisation, voilà, on est passé de l'artisanal, artisanal à l'industriel. Et l'industriel, bien sûr, permet bien sûr voilà, on a plus de logistique dans l'industriel, on passe à plus de logistique, on passe à plus de flux voilà, plus de flux de production, puisque je veux dire les flux, comme on a plus de logistique, les flux de production circulent beaucoup plus vite. On a les flux de production, plus de main d'œuvre, bien sûr un environnement pollué, ça d'office, un environnement plus pollué, mais ça c'est, on va dire, des inconvénients. Mais sinon au niveau logistique, on a une plus grande logistique, et donc il faut plus de flux financiers aussi. Hein. Au niveau financier, pour apporter de l'industrialisation, il faut des flux financiers. Et donc, je veux dire, une plus grande logistique, et donc à ce moment-là, ça va ramener un plus grand flux de circulation, des flux de production. Attention, pas confondre flux financier et flux de production. Hein. Voilà. Flux de production vont circuler plus il y a de flux financiers, plus il y a de la logistique derrière. Parce que vous savez, pour avoir des grands stocks, voilà, des plus grands ramener de marchandises, ben, ça se fait avec des coûts. Et plus pour voilà, mettre de grands coûts, ben, il faut aller faire appel aux banques. Les banques vous ramenez l'argent, et puis vous avez des grands, vous avez des investissements qui permettent de mettre en marche de grandes logistiques. Et donc, qui dit logistique, dit beaucoup de fonctionnement de flux de production. Qui dit flux de production, dit, bon, gérer tout ça par des main-d'œuvre. Et qui dit main-d'œuvre, dit, ben, je veux dire, bien sûr, main-d'œuvre qualifiée ou non qualifiée, peu importe, parce que ça dépend du secteur qui nécessite la qualification ou pas. Voilà, mais en tout cas, ça va ramener voilà, un monde industriel, c'est-à-dire avec plus de flux de production, plus de flux de... On a tout qui s'est agrandi. L'artisanal, c'est une petite famille, voire un petit patron. Voilà. Mais, alors, l'artisanal, je pense aux petites distilleries, je pense aux petites savonneries, je pense à tout ça. Et puis, après, bon, l'industriel, bah, vous comprenez que ceux qui fabriquaient des petites forges deviendront des grandes forges. Voilà. Des petits fabricants de fer deviennent voilà, des usines. Voilà,
sidérurgique et métallurgique, etc., etc. Voilà, donc vous voyez que ce monsieur Watt, là, bon, euh, sa machine à vapeur, bon, ça ne fait pas rigoler parce que ça a ramené, je veux dire, cette petite invention là, de savoir que là, voilà, on a des forces qui sont dues à la vapeur, ben, ça a amené l'industrialisation. Hein. À partir d'une petite casserole, bon, vous voyez ce que ça a ramené dans le monde entier. Tous ceux qui ont fait usage voilà, de l'industrialisation métallurgique, sidérurgique, des coqueries, etc., etc., voilà, ben, provient d'une bête voilà, d'application qui est la marmite là, qui chauffe, et qu'on sait bien qu'il y a des forces qui sont derrière, c'est pour ça qu'on a une vibration, je veux dire, de la casserole. Donc vous voyez que grâce à ça, on sait bien que la vapeur chauffée, enfin, de l'eau chauffée va ramener de la vapeur qui va ramener des forces. Voilà, donc chauffer, ça veut dire ramener de l'énergie calorifique. Hein. Donc ça veut dire que qui dit chauffer, dit ramener des fours. Hein. Vous allez avoir des fours, donc il faut construire des fours, et les fours, c'est pas ce qui manque. Il y a toutes sortes de fours. Hein. Là aussi, il y a une diversité de différents types de fours. Si on étudie les fours, il y en a toute une panoplie avec tous les instruments qui sont derrière, les instruments spécifiques au four. Les instruments pyrotechniques qu'on appelle ça, qui existent depuis voilà, des siècles. Enfin bref. Donc vous voyez que ici on a un couvercle bon, qui va vibrer parce qu'on a des forces dues à la vapeur. Alors il y a d'autres forces bien sûr qu'on retrouve dans l'univers, bon, et qui étaient difficiles. Enfin, on se posait des questions au début quand on avait des mouvements, donc on se disait qu'il y avait quelque chose. Eh bien, c'est les forces magnétiques. Alors, une force magnétique, pôle nord, pôle sud. Alors, deux nord se repoussent, deux sud se repoussent, donc deux pôles de même nom se repoussent. Mais sud-nord, nord-sud, s'attirent. Hein. Ils s'attirent. Donc, repousser, on va dire, ça veut dire que si je prends le pôle là, il va aller par là, celui-ci, le pôle là, il va aller par là, il se repousse. Sud-sud, il se repousse. Par contre, il y en a un, il va aller comme ça, ici, il va aller comme ça. Donc, il s'attire là. Nord-sud vont s'attirer. Donc, il existe deux pôles différents qu'on appelle, voilà, si vous allez chercher des roches, voilà, on a trouvé ça en Magnésie. En Magnésie, voilà. Je crois que c'est ça, c'est en Magnésie, je crois. Voilà. C'est en Asie mineure, on a trouvé voilà, des particules qui s'attiraient. Ouais, c'était des roches. Et en fait, ces roches-là, c'est tout simplement qu'elles étaient magnétiques. Voilà, avec on a deux pôles, un pôle nord et un pôle sud dans ces roches-là. Que quand on mettait deux nord, ils s'attiraient. On se repousse et deux sud, ils se repoussent aussi. Mais quand on mettait un nord et un sud, ben, ils s'attiraient. Donc, il existe, il y a la présistance, voilà, de pôles. De pôles. Alors je rappelle qu'aussi la Terre bon, constitue aussi, je veux dire, il y a un pôle, deux pôles magnétiques aussi. Hein. Voilà, il y a des pôles magnétiques aussi sur la Terre. Je rappelle que la Terre tourne et qu'en plus de ça, la Terre c'est majoritairement, on a beaucoup de voilà, de particules de fer sur Terre. Voilà, et donc on comprend pourquoi on peut avoir des pôles. Hein. Voilà, mais il existe aussi dans l'univers, pas que du magnétique, il existe de l'électrique. Mais l'électrique, là, ce sont des charges plus-moins. Et là aussi, pendant des années, on a découvert qu'il y avait des attirances. Des attirances, à l'Antiquité, ils savaient qu'il y avait des attirances, voilà, de certaines charges. Donc là, en ce moment, plus, mais se repousse, moins, se repousse, plus, s'attire, et plus, s'attire. Ça, ce sont des charges électrostatiques. Et les charges électrostatiques vont créer des forces électrostatiques. Là, on a des pôles magnétiques et on aura des forces magnétiques. Et qu'est-ce que c'est qu'un atome? Un atome, c'est tout simplement ça. C'est ça un atome, c'est des forces électromagnétiques. Alors, dans l'atome, on aura des forces de Coulomb, mais on aura une force, comme je dis... alors, la force de Coulomb, je vous rappelle, c'est que Q', c'est presque comme la force de gravitation, c'est du même style. Elles dépendent... si je prends en termes de force électrostatique, les forces de Coulomb,
F est égal à QQ' sur R carré, dépend de du carré de la distance des deux charges QQ'. Voilà. Mais elle dépend bien sûr d'un facteur voilà, que je vais appeler gamma. C'est un facteur proportionnel. Hein. Bon, voilà. Ce gamma, bien sûr, il va être sur 4 pi epsilon 0. Alors, c'est presque comme les forces voilà, gravitationnelles, où là, on a des masses, M' sur R carré. Voilà. Et ça, c'est la constante de Cavendish. Bon, qui est très petite, hein, très petite. Il faut une masse très grande pour pouvoir attirer deux masses. Hein. Voilà, donc il faudrait par exemple la masse de la Terre. La masse de la Terre, là, ça s'attire. Deux crayons s'attirent. Mais le problème, c'est que les masses sont tellement petites par rapport à la constante ici. Gamma de Cavendish, c'est de l'ordre. Cavendish, c'est de l'ordre de 10-11, je crois. Hein. 10-11. Donc, imaginez-vous, l'attraction, elle est faible entre. Il faut une grande masse ici. Il faut réaugmenter cette masse-là pour dire d'avoir une force d'attraction. Par exemple, celle de la Terre. C'est pour ça que là, on a une force de gravitation. Alors, gravitation, ça veut dire quoi? C'est une force par rapport à la gravité. C'est une force qui est située au centre de gravité. Au centre de gravité. C'est une force placée au centre de gravité. C'est pour ça qu'on se dit force de gravitation. Voilà. Donc ici, vous voyez que vous avez des forces de nature. Il y a deux types de forces. Hein. Force de nature électrique et une force de nature... alors, dans l'atome, on a des forces électromagnétiques. Voilà, parce qu'on a aussi des spins. Voilà, le spin qui est électromagnétique, enfin magnétique. Donc ici, vous avez des forces de Coulomb, on est d'accord, mais il existe aussi le spin. Hein. Donc vous voyez que vous avez des forces d'attraction qui sont des forces d'interaction coulombiennes. Voilà, les forces d'interaction coulombiennes. Et on a aussi une force centrifuge. Hein. Bon, la force centrifuge, ben, comme elle fait un cercle, bon, c'est de l'ordre de, voilà, du carré de la vitesse centripète. Je m'excuse, c'est de l'ordre de la masse proportionnelle à la force centripète. Alors la force centripète, c'est V carré sur R. Hein. Dans l'atome, la force centripète, puisque c'est un MC, voilà, il fait un M. Il fait un mouvement circulaire ici. Voilà, donc la force centripète, elle d'office V carré sur R. V carré sur R, ça c'est la force centripète, la vitesse. Ouais, dirigée vers le centre. C'est la vitesse centripète dirigée vers le centre. V carré sur R. C'est la force normale. Enfin, c'est la vitesse normale. La vitesse normale. Donc ça, c'est la vitesse. Bon, maintenant, si vous multipliez par M, vous avez la force centrifuge. La force centrifuge. Alors, pas confondre l'accélération centripète. Oui, attention que c'est pas l'accélération, c'est pas la vitesse. V carré sur R, c'est oméga carré. C'est l'accélération oméga R. Ouais, c'est l'accélération centripète. On a une accélération centripète qui est dirigée vers le centre, l'accélération. Voilà. Et alors, si vous faites multiplier par M, vous avez la force centrifuge. Pas confondre la force centrifuge de l'accélération centripète. Et donc, on a une force centrifuge là. On a une force centrifuge dans l'atome. C'est normal parce qu'on a un mouvement circulaire, donc on a une force centrifuge. Et donc, vous voyez qu'ici, en un temps de mouvement, je vous ai mis 3 types de forces. Puisque vous avez la force de coulombienne, qui est ici. Ici, vous avez une force coulombienne. Là, vous avez une force voilà, gravitationnelle. Et ici, vous avez une force centrifuge. Donc, vous voyez que c'est toutes des forces encore. Donc, si je reviens ici, je suppose que... Ah, ici. Bon, ça, je vais le réduire hein, pour pouvoir en mettre plusieurs. Donc, je rappelle. Alors, force élastique, c'est par exemple le ressort, c'est F égale Kx. Hein. Ouais, voilà, c'est F égale Kx pour les forces élastiques. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez, si je répète, bon, ici, c'est la force d'un ressort vertical ou horizontal. Hein.
Bon, il y a le ressort vertical, le ressort horizontal. Les études ne se font pas de la même façon. Voilà, dans un système, faire attention si vous avez une force verticale ou horizontale. Donc ici, on a une force élastique, force de compression détente, force de frottement. Alors parfois les frottements on ne les veut pas. Ah, parfois on essaie d'éviter les frottements. Je pense à un patineur sur glace. Lui, ce qui veut aller le plus loin possible, vaut mieux éviter les frottements. Ou si vous voulez, si vous lancez une boule avec un jus de quille, vous essayez d'éliminer les frottements. Il faut frotter le sol pour voilà, pour qu'il y ait moins de frottements. Voilà, pour qu'il n'y ait pas. Voilà, on va dire ça comme ça. On cire aussi le sol pour avoir essayé d'avoir une trajectoire qui voilà, qui bifurque pas ou avoir moins de frottement, etc., etc. Donc force de frottement. Alors il y a aussi les voilà, quand vous jouez au billard, tous les jeux beaucoup de jeux sont à voilà, quand vous frappez sur une bille de billard, bon, on agit avec des forces, etc., etc. Bon, et là on essaie aussi. Bon, il y aura des frottements, mais il y aura toujours des frottements. Des moments où il y a deux objets en mouvement, là, sur quelque chose, ben, il y a toujours des frottements. On a la force musculaire, les forces dites pressantes qu'on retrouve, ben, soit à. Quand je dis pressante, c'est par rapport. Ici, je vous ai dit que c'est pas forcément thermodynamique. Hein. Ça peut être, voilà, si vous écrasez des particules comme ça avec un objet, une espèce de piston comme ceci, vous écrasez deux objets, là, c'est une force pressante, mais elle n'est pas thermodynamique. Voilà, voilà, elle n'est pas thermodynamique. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, les forces pressantes peuvent venir aussi, comme je l'ai dit, voilà, de TNT, donc ça veut dire euh, de chimique, d'énergie chimique. On va dire ça comme ça. Donc, force pressante, force électrique, force magnétique. Alors, force de nature électrique, bon, spécificité donnée aux forces colombiennes. Alors, on a les forces centrifuges, forces. Alors, euh, les forces interatomiques qui lient par exemple une molécule. Vous avez HCl. Bon, HCl est relié par des forces de nature électrique hein, entre H et Cl. C'est une force, on va dire, c'est des forces interatomiques moléculaires parce que c'est une molécule, hein, mais elle se fait entre atomes. C'est une force interatomique moléculaire. Je parle d'une molécule, c'est ça que je veux dire. Hein. Je parle d'une molécule, mais c'est entre atomes. On va dire ça comme ça. Alors, on a des forces interatomiques. Non, des forces internes. Des forces internes atomiques. Alors, je vous parlais il y a un petit instant. Oui, force magnétique, force magnétique, je les ai mis avec les pôles nord, pôle sud. Euh, donc, je vous parlais un instant d'un patineur qui évolue sur de la glace, enfin sur glace, hein, un patineur sur glace. Mais s'il se met à patiner, puis il arrête de patiner, bon, il va glisser avec ses patins. Mais sa vitesse, bien sûr, elle va diminuer de plus en plus. On a une accélération qui est de type négatif, et cette accélération négative est produite, bien sûr, par les forces de frottement qui existent, bien sûr, entre les patins et la glace, tout simplement. Voilà, les forces de frottement. Et quand vous faites un problème de dynamique, ben, il faut évaluer ces forces de frottement. Il faut évaluer ces forces de frottement. Voilà.
Alors, il y a la force aussi de gravitation, comme je l'ai dit. Force de gravitation qui est liée au centre de gravité. D'accord, c'est pour ça qu'on appelle ça force de gravitation. Bon, si je prends un fil, je suspends un corps à un fil, supposons que le fil n'est pas rigide, il est élastique, ben vous avez une force élastique. Alors à ce moment-là, bon, il peut faire des petites oscillations si vous voulez, ou s'arrêter à un moment donné. Ben, en tout cas, il va s'allonger. Voilà, il va s'allonger jusqu'à une position d'équilibre. Voilà. Et si on coupe le fil, bien sûr, le corps tombe vers la Terre, d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Alors, la force qui produit cette déformation, et cette accélération, bien sûr, c'est la force avec laquelle le corps est attiré par la Terre. Hein, c'est le poids du corps. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, la force pesanteur, ou la force pesante. Force pesanteur. Et donc la force pesanteur s'étudie. Les forces élastiques s'étudient. Voilà, donc tout ça, ça s'étudie. Les forces coulombiennes s'étudient, les forces centrifuges s'étudient, les forces... Et tout ça s'étudie. On étudie ça en, je veux dire, en physique ou en électricité. Voilà. Voyez. Donc, il y a toute une panoplie de forces comme ça qu'on étudie. Alors les systèmes, qu'est-ce que ça peut être? On peut avoir un ascenseur, on peut avoir un levier. Alors les leviers, c'est fort étudier aussi. On étudie les leviers. On a la force interristante, interappui, etc., etc. Donc voilà, on étudie les leviers. Les leviers, c'est ce qu'on retrouve dans le cours aussi. Voilà, au niveau du cou, au niveau comment on appelle ça, du bras, c'est tout des leviers. Au niveau du pied, c'est des leviers. Et des genoux, et tralala, c'est tout des leviers. Mais disons qu'on peut mettre une masse à un ressort horizontale, une masse à un ressort verticale, et faire des études, voilà, étudier voilà, un ascenseur, un monte-charge, on peut étudier, comment est-ce qu'on appelle ça, un plan incliné. Un plan incliné. Les systèmes sont divers et variés, hein, voilà. On peut mettre un système avec deux poids et une poulie. On peut faire l'étude de ce qu'on veut. L'étude de ce qu'on veut. L'étude de ce qu'on veut. Voilà. En tout cas, avec l'interaction de force, bien sûr. Hein. L'étude d'un. Voilà. On va dire si vous tirez avec un ballon de football, vous tirez, voilà, vous shotez, ce qu'on appelle shooter ou shotter sur un ballon de football, ou une balle de tennis, tout ça, bon, je veux dire, on a une force qui va appliquer un mouvement. Par exemple, un ballon de tennis, on peut changer la direction d'un ballon qui vient frapper la raquette. Voilà, la raquette de tennis. Là, le ballon va changer de direction. Direction et bien sûr de sens. Un ballon de football, vous pouvez diriger le ballon en fonction de vos pieds. Vous allez frapper faire une frappe du ballon en fonction de vos pieds. Donc, la plupart des jeux à ballon, bien sûr, c'est sur base de frappe, de choc, etc. Donc, c'est sur base de frappe, de choc, etc. Donc, vous voyez que tous les jeux, je veux dire, à balle, balle ou petite balle, parce qu'il y a, voilà, il y a les balles de. Et bah, il y a toutes sortes, hein, balles de volley, balles de rugby, balles de football, balles de tennis, balles de ping-pong, balles de. Voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, le hockey, balle de hockey, balle de beach volley, de beach volley, voilà, il y a le foot en natation, il y a le football en natation, il y a. Là, je reviens plus sur un sport. Hein, on tape avec une raquette. C'est voilà, le golf. Le golf, balle de golf. Et tralali, tralala. Bon, c'est pas ce qui manque. Alors, il y a le mini-golf aussi. Et tralali. Donc, tout ce qui est ballon, c'est frapper, attraper. Je veux dire, voilà, et mettre un choc. Et donc, comme j'ai dit, les systèmes, ben, on peut avoir des systèmes à ressort, des systèmes sont voilà, un corps mobile, étudier un corps mobile, voiture, camion. Mais bien sûr, ici, je me place sous forme de force, donc on va étudier de la dynamique. Hein, voilà, c'est la dynamique. Voilà.
Et donc, on peut étudier beaucoup de choses. Cage d'ascenseur, pierre lâchée, euh, tirer une balle, voilà, tirer un coup de feu, euh, voilà, euh, deux voitures qui rentrent en collision, deux ballons qui rentrent en collision, ben, on peut étudier tout ça, on peut étudier tout ça. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas ce qui manque dans les exemples et qui met en nature différents types de forces. Donc la physique, vous voyez que c'est beaucoup aussi, voilà, la physique c'est beaucoup, je veux dire, voilà, une grande proportion de la physique c'est l'étude de force, parce que bon, si vous étudiez le piston, c'est des forces, hein, vous secouez, attention que secouer une bouteille, ça peut être étudié en chimie, hein, notamment pour les, voilà, les équilibres chimiques. Tous les jeux peuvent être étudiés, on met en branle des forces, et donc voilà. Alors, sachez qu'il y a différents types de forces. Hein. Forces de contact, si elles ne sont pas de contact, elles sont à distance. Alors, par exemple, si je prends les forces à distance, les forces magnétiques sont du type de forces à distance. Voilà, l'alima, si vous mettez de l'alima et de fer, ben, l'aimant attire l'alima et de fer. L'aimant attire l'alima et de fer. Voilà. Force électrique sont des forces à distance aussi. Un certain nombre de trains sont actionnés par une force électrique. On a des moteurs, voilà, électriques. Quand on a bien sûr des lignes électriques avec des moteurs électriques sur les trains. Alors on a des trains qui fonctionnent aussi au diesel, hein, diesel, etc. Dans certains pays, on peut avoir des. Ou alors avant c'était une machine à vapeur, c'était avec du charbon, avec du charbon. Alors, qu'est-ce qui est force à distance? Ben, force d'attraction universelle. Hein. Force d'attraction, tous les corps s'attirent mutuellement, mais on va dire cette attraction ne produit d'effet visible que lorsqu'un des corps est de masse importante. Je vous l'ai dit, par exemple, la Terre, il faut la masse de la Terre pour pouvoir voir, puisque je vous ai dit que voilà, la constante était de l'ordre de 10-11, la constante de Cavendish. Donc il faut, pour pouvoir ressentir l'attraction, il faut voilà, une masse très importante. À côté, juste à côté. Voilà. Donc deux crayons qui s'attirent, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, deux crayons s'attirent, mais les forces sont, on va dire, si faibles, interaction faible, hein, qu'ils restent entre eux immobiles. Hein. Mais, bien sûr, la Terre, qui a une grande masse, attire le crayon. Si on lâche le crayon, il tombe. Pourquoi il tombe? Parce que la Terre attire le crayon. Et inversement, on a la loi de l'action et de la réaction. Le crayon attire la Terre, mais comme la Terre a une masse plus importante que le crayon, ben, c'est le crayon qui va tomber, qui va être attiré par la Terre plus plutôt que l'inverse. Voilà. Et bien sûr, cette attraction existe entre tous les astres. Hein. La Terre tourne autour du Soleil. Pourquoi? Parce que, justement, comme je vous l'ai dit, le Soleil attire la Terre. Le Soleil a une masse plus importante que la Terre. Alors, qu'est-ce qui est une force à distance aussi? Ben, c'est la force de pesanteur. Hein. Bon, la force exercée par la Terre sur le corps, c'est la force pesanteur, au poids du corps. Hein. Alors, qu'est-ce qu'un corps? Ben, c'est tout ce qui est constitué de matière. Ben, un objet, une machine, la Terre, un être vivant, tout ça, voilà, c'est un corps. Et donc, si je prends par exemple le vent qui souffle sur les voiles d'un bateau, ben, elle fait avancer le bateau. On va dire en, en poussant sur les freins, ben, le chauffeur arrête le mouvement du véhicule. Alors, si je prends un tuyau de plomb, le plomb il est fort malléable à la main. Et donc, il peut être déformé. Donc, c'est grâce à des forces qu'on peut dire travailler le plomb, le rendre malléable, enfin le plier, parce qu'il est malléable à la base. Hein, on sait le travailler facilement manuellement. Voilà, donc en fait, voilà, euh, si vous voulez le cintrer manuellement, on sait le faire. Vous prenez une cintreuse, vous placez un tuyau, ou un tuyau. Alors, qu'est-ce qui est malléable aussi? Le cuivre, hein, le cuivre, le plomb. Voilà. Certaines matières sont très malléables, on sait les travailler sans machine, sans l'effort sans un
un effort très important. Alors travailler, c'est émettre un effort. Hein. Émettre des forces, c'est émettre un effort. Et donc, comme je l'ai dit, une force est toute cause capable de provoquer un mouvement ou de l'arrêter. Provoquer un mouvement ou de l'arrêter. Voire de provoquer une déformation de certains corps, de certains objets. On va dire ça comme ça. Alors, attention que il y a l'aspect mécanique des fluides. Hein. Il y a l'aspect mécanique des fluides. Dans l'aspect mécanique des fluides, bon, il y a certaines choses à savoir. Ben, il y a les grandeurs, ce qu'on appelle les grandeurs intensives. Les grandeurs intensives. Et s'il y a les intensives et les extensives. Il faut savoir ça en mécanique des fluides. Alors, on peut avoir des corps uniformes. Et s'il y a les corps uniformes, il y a les corps non uniformes. Alors, on peut avoir des corps variables et des corps, on va dire, non variables. C'est-à-dire, non variable, c'est stationnaire. Alors, qu'est-ce qui fait les différences entre tout ça en mécanique des fluides? L'intensif, on va dire que intensif, une grandeur est, par définition, une grandeur est définie comme intensive, est définie en tout point du fluide. Elle est définie, la grandeur est définie en tout point du fluide. On va dire définie partout dans le fluide. Hein. En tout point du fluide, c'est partout dans le fluide. Alors, contrairement à l'extensif, la grandeur ne peut être définie que pour une partie. Définie partout, pas définie partout. Pas définie partout. Dans le fluide, pas définie. Elle n'est pas définie partout. Alors, intensif, c'est facile. Voilà, la grandeur est définie partout dans le fluide. Là, elle n'est pas définie partout dans le fluide. Voilà. Alors, uniforme. Uniforme, c'est la valeur est la même en tout point. Uniforme, c'est la valeur est la même en tout point. Et là, ben, c'est le contraire. La valeur n'est pas la même en tout point. Alors, variable. Ben, variable, c'est par rapport qu'on dit que ça varie, c'est au cours du temps. C'est une fonction du temps. Stationnaire, ben, ça ne varie pas en fonction du temps. Tout simplement. Voilà. Donc ça, il faut déjà voir ça, déjà en mécanique des fluides, si c'est une variable intensive, extensive, uniforme, non uniforme, variable ou stationnaire. Voilà. Donc c'est les cas de figure qu'il faut savoir avant de parler de quoi, voilà, de quoi que ce soit en mécanique de fluide. Et puis, ben, au niveau des forces, ben, en mécanique des fluides, le comportement d'un corps, bien sûr, voilà, est influencé par les forces mises en présence, ou si vous voulez, mises en jeu. Et les différentes forces sont les forces extérieures. Bon, les forces extérieures, ce sont les forces qui résultent des actions du monde extérieur. Bien sûr, attention qu'il y a le principe de l'action et de la réaction. Hein. Voilà. Donc, il faut définir le système, bien sûr. Alors, ce qu'on appelle extérieur, c'est extérieur au système. Il faut définir le système. Force extérieure au système. Dans les forces extérieures au système, ben, résultent des actions du monde extérieur. Mais le système ici, comme on est en mécanique des fluides, le système c'est le fluide. Ben, le fluide va exercer aussi une réaction par rapport au... Comme il y a une action du monde extérieur sur le fluide va exercer une réaction sur le monde extérieur.
C'est normal parce que la loi de l'action-réaction. Voilà, ça c'est pour les forces extérieures. Alors, dans les forces extérieures, il y a les forces à distance. Je parle en mécanique des fluides. Hein. Forces extérieures. On a les forces extérieures à distance. Et si elles ne sont pas à distance, ben elles sont de contact. Voilà, elles sont de contact. Voilà, donc il faut distinguer ça. Donc les forces extérieures, bien sûr, ce sont les forces qui résultent de l'action du monde extérieur sur le fluide, sachant que le fluide aussi va réagir sur le monde extérieur, parce que comme il y a des forces qui proviennent de l'extérieur sur le fluide, ben le fluide agit en contre-réaction sur le monde extérieur. Au niveau des forces extérieures à distance, ben, on va dire elles réagissent sur le fluide, on va dire, sans support matériel. Par exemple, la force pesanteur, c'est une force à distance. Il n'y a pas de support matériel de contact. Mais il y a, voilà, entre le fluide et le monde extérieur, il y a une interdistance où il n'y a pas de support matériel. Donc on dira que c'est une force extérieure. Et une force directement appliquée, qui est une force de contact, directement appliquée, c'est celles qui sont directement appliquées sur le fluide. Par exemple, je pense au poids d'un piston dans son cylindre contenu, contenant du fluide. Voilà. Là, il y a du contact. Alors, qui dit force extérieure, dit aussi force intérieure, qu'on appelle force interne. Toujours en mécanique des fluides. Hein. Forces internes sont les forces intérieures. Et donc, les forces internes, c'est les forces dues à une partie du fluide sur l'autre. Par exemple, les forces de cohésion. Alors, je rappelle qu'un fluide, c'est un milieu continu. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vide entre les particules du milieu considérées. Et on va dire qu'il ne peut s'en créer du vide. Il ne peut pas avoir du vide. Un milieu continu, on passe d'un point à l'autre, directement, sans vide. Et donc, à ce moment-là, on aurait ce qu'on appelle une continuité du mouvement. Le mouvement d'une particule est continu. C'est-à-dire qu'il peut passer d'une position à une autre. Pour passer d'une position à une autre, on va dire, elle doit passer par toutes des positions intermédiaires. Donc on a une espèce de voilà d'une continuité, on va dire de points qu'on peut mettre, je veux dire, sous forme de valeur. Parce qu'entre 0 et 0,1, et on peut trouver 0,001. Entre 0,001 et 0, on a 0,00001. On a toujours un point entre les deux et on a toujours une continuité. Voilà, pour passer de l'un à l'autre, il y a toujours une continuité infinitésimale entre deux points. Donc on a une continuité pure. C'est ça. On va dire, on est dans le monde infinitésimal de Leibniz. Donc on définit le fluide comme étant, je veux dire, entre deux points, il existe une infinité de points. On va dire ça comme ça. Alors, voilà. Donc ça c'est pour vous dire les forces. Les forces, bien sûr, les forces, on a défini bien sûr les forces par... On a donné une unité aux forces. Hein. Dans le système légal, l'unité de force, c'est on va dire, le Newton, bien sûr, qui représente la force qui communique à une masse d'un kilogramme, une accélération de 1 mètre par seconde carré, par l'entremise de la formule F égale ma. Ça, vous le savez très bien. Bon, c'est-à-dire que, ici, la force est donnée par M fois A, en module. Hein. Ici, c'est en module. Donc, la force est donnée par monsieur Newton, qui est un grand savant, bon, qui a trouvé énormément de choses, et on lui a attribué cette unité. Bon, il a donné pas mal de, je veux dire, de connaissances à la science grâce à ses travaux. Donc 1 kg fois 1 mètre par seconde carré. Voilà, donc ça c'est dans le système légal. Dans le système, alors, dans le système, ça c'est le système légal. Hein. Alors, si vous allez chercher le système CGS, centimètre, gramme, seconde, là,
l'unité de force, c'est plus le newton, c'est la dyn. Ben, on est en centimètres, hein, je vous rappelle. Hein. Donc là, on n'est plus en kilos, mais en grammes. C'est 1 gramme. Là, 1 gramme. Et alors, là, on n'est plus en mètres, mais en centimètres. 1 centimètre. Et on est toujours en secondes, donc seconde moins 2. Alors, c'est ce qu'on appelle la dyn. Alors, il y a un ancien système d'unité qui est le MK'(S). Bon, les anciens systèmes d'unité, il y en a beaucoup. Hein. Tout a évolué, je veux dire, les systèmes, les talons, enfin, beaucoup de choses ont évolué au niveau des unités. Parce que plus les années passent et plus on a des méthodes technologiques pour affiner voilà, certaines mesures et définir certaines mesures le plus précisément possible. Mais avant, il y avait ce qu'on appelle le système MK'(S). MK'(S). Et dans le système MK'(S), l'unité de force, c'est le kilogramme force. Kilogramme force, KGF. C'est le KGF. C'est le KGF. C'est-à-dire, on va dire, c'est défini par rapport à la force pesanteur. Hein. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est la force pesanteur qui, en un lieu donné, s'exerce sur 1 kg masse. Sur 1 kg masse. Donc, en gros, cette force communique à la masse M une accélération donnée par A est égal à G sur M. G sur M. Bien sûr, ou que vaut G. G, c'est gamma. Voilà. M fois la masse de la Terre, le tout sur le rayon carré qui sépare voilà, M de MT. Ça, c'est la distance entre M et MT. La masse de la Terre, voilà. Ça, c'est le centre de la Terre. Hein. Bon, quand on dit masse de la Terre, elle se trouve au centre de gravité de la Terre, qui est le centre, comme constitué d'un espèce de sphère, on va dire que c'est le centre de la Terre. Voilà. Et ça, c'est la constante de Cavendish. Alors, donc ici, le kilogramme force, ou le kilogramme force, c'est la force pesanteur qui, en un lieu donné, s'exerce sur 1 kg masse. 1 kg masse. Pas confondre le kilogramme force du kilogramme masse. Pas confondre les deux. Cette force communique donc à la masse M une accélération donnée par A est égal à G sur M, où G vaut constante de Cavendish M fois MT, masse de la Terre sur R carré T. D'où en un lieu donné, l'accélération A, qui est là, en un lieu donné, c'est une constante, puisque G est constant. Si la masse elle est constante. Hein. Bon, voilà. Donc le A, en un lieu donné, il est constant. Mais si vous changez de lieu, bien sûr, là, c'est plus constant. Et en posant, bien sûr, G, l'accélération qui en un lieu donné vaut 9,81 mètres par seconde. G égale 9,81 mètres par seconde carré. En posant A, en posant, on va dire, G, l'accélération qui en un lieu donné vaut 9,81 mètres par seconde carré, ben on a grand G, qu'est-ce qu'il vaut? Grand G, il vaut M fois petit g. Grand G est égal à M fois petit g. Et le kilogramme force, c'est donc une force qui communique à une masse de 1 kg, une accélération de 9,81 mètres par seconde carré. Voilà. Et 1 kg force correspond bien sûr à 9,81 newtons. 1 kg force correspond à 9,81 newtons. Bon, on peut écrire autrement. Hein. Je peux écrire autrement. On peut écrire que 1 kg force, c'est égal à 1 kg fois 9,81 mètres par seconde carré. Hein, qui est égal à
9,81 kg fois 1 mètre par seconde carré. Bon. Alors là, on a 1 kg force, c'est l'unité de force. Kilo, c'est l'unité de masse. Et ça, c'est l'unité d'accélération. Unité d'accélération. Alors, unité de masse du système MK'S, donc vous, 9,81 unité de masse du système MKSA. Alors, le système MKSA, c'est mètre, kilogramme, seconde, ampère. Voilà. Et là, on est kilogramme force. 1 kg force, c'est le système MK'S. Voilà, kilogramme force seconde. Voilà. Donc, là, on a 9,81 mètres par seconde moins 2. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Par rapport au système MKS, du système MKSA, le système MK'S, bon, il vaut 9 fois 9,81 le système, voilà, le MK'S vaut 9,81 fois le système du MKSA. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un tableau. Je peux faire un tableau des unités en mettant le système, voilà, Newton. Alors, je rappelle que 1 Newton, c'est 1 kg fois 1 mètre par seconde carrée, c'est-à-dire, là, c'est le système MKSA. Donc, je vais mettre ici le système mètre, kilogramme, seconde, ampère, que le Newton. Le système CGS, qui est là, DIN, et le système MK'S, qui est 1 kg force. Alors maintenant, je vais mettre les correspondances. MKSA, CGS et MK'S. Alors, au niveau des énergies, pour mettre en branle les forces, bon, il y a le pétrole, il y a toutes sortes de formes d'énergie, comme je l'ai dit. Voilà, bon, je peux étudier le pétrole ici, la production, etc., etc. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, MKSA vers MKSA, ça fait 1. CGS vers CGS, c'est 1. Et on va dire MK'S vers MK'S, c'est 1. Voilà. Alors maintenant, MKSA vers CGS, centimètre, gramme. Centimètre, c'est 10-3 mètres. 10-2, je m'excuse. 10-2. Gramme, c'est 10-3 kilos. Donc, c'est 10-5. Voilà. Donc, là, 1 cm gramme, c'est 10. 1. C'est 10-5. Donc, 1 cm, c'est 10-2 mètres. Voilà. Donc, ce qui fait 10-5 mètres par kilo. Voilà. Et ça, c'est une DIN. Une DIN. Donc, une DIN, c'est le système CGS. Dans le système MKSA, c'est 10-5. Donc, inversement, CGS, MKSA, c'est l'inverse. C'est 10 exposant 5.
Alors, j'ai dit que MKSA vers MK'S, MK'S, c'est 9,81 MKSA. MK'S, c'est 9,81 MKSA. Donc ici, ce sera juste l'inverse. 1 sur 9,81. Et le dernier, pour les deux ici, de MK'S vers CGS, ben, il suffit de multiplier par celui-là, 9,81, 10 exposant 5. Voilà, parce que le MK'S en MKSA, c'est 9,81. CGS vers MKSA, c'est 10 exposant 5. Donc c'est 9,81 fois 10 exposant 5. Et donc pour l'autre, ce sera l'inverse, 10 exposant moins 5 sur 9,81. Et là, vous avez tout, voilà, toutes les unités qui sont prises en compte. Alors, dernière chose, avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer, bon, ici, un site que je verrai, je mettrai en lien. Bon, les 4 interactions fondamentales. Bon, 4 interactions fondamentales régissent l'univers. L'interaction électromagnétique, l'interaction faible, l'interaction nucléaire forte et l'interaction gravitationnelle. Voilà, les interactions électromagnétiques fortes et faibles sont décrites par le modèle standard de la physique des particules qui est en cohérence avec la physique quantique, tandis que l'interaction gravitationnelle est actuellement décrite par la théorie de la relativité générale. Quelles sont les propriétés de chacune de ces interactions? Quel est leur impact sur notre quotidien? Voilà, ici vous avez toutes des explications. Interaction électromagnétique, force électromagnétique. Voilà, interaction électromagnétique, attractive, répulsive. Voilà, régit tous les phénomènes électriques et magnétiques et peut être attractif ou répulsif. Nord-nord, c'est répulsif. Plus-moins, c'est attractif. Voilà. Alors, nord-nord, c'est magnétique. Hein. C'est deux pôles de même nom, magnétique. Plus-moins, c'est deux pôles électriques. Voilà. De noms différents. Donc, ils s'attirent. Plus-moins, ils s'attirent. Plus. En électrostatique, je vous ai dit, plus-moins, ils s'attirent. Plus, ils se répulsent. Moins, ils se répulsent. Même non, il se répulse. Voilà. En magnétisme, voilà, on parle de nord-nord, ça se répulse, sud-sud, ça se répulse, nord-sud, ça s'attire, et sud-nord, ça s'attire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les effets magnétiques et électromagnétiques, enfin, les effets électriques et magnétiques, on les englobe dans les effets électromagnétiques. Voilà. Et donc, on a des interactions électromagnétiques qui incluent, je veux dire, les forces électriques et les forces magnétiques, c'est-à-dire les forces électromagnétiques. Ce sont les forces électromagnétiques. Bon, ici, il vous parle des interactions faibles. Interaction faible, force faible. Interaction faible est la seule qui agit sur toutes les particules, excepté sur les bosons responsables de la radioactivité bêta. Elle est donc l'origine de la désintégration de certains noyaux radioactifs. Voilà, donc les interactions faibles ici. Et puis, il vous parle interaction nucléaire forte ou interaction forte. Ce sont des forces fortes. Hein. Par exemple, celles qui permettent la cohésion du noyau d'atome, enfin le noyau de l'atome. Elle agit à courte portée au sein du proton et du neutron. Ils sont tous les deux dans le noyau, le proton et le neutron. Voilà. Elle confine les quarks, particules élémentaires qui composent les protons et neutrons en couple, quark et antiquark. Voilà, maisons, ce sont des maisons, voilà, ou dans des triplets de quarks, l'un ou deux autres antiquarks, c'est ce qu'on appelle des baryons. Voilà. Donc ils sont soit en doublet maison, triplet, voilà, baryon. Ces interactions se fait par l'échange de bosons appelés gluons. Et là-bas, c'est une zone d'interaction force, on va dire ça comme ça, pour pas introduire toutes ces notions de particules qui sont dans le noyau. Voilà, c'est des particules très spéciales, voilà, qui font la vie, voilà, du noyau, qui régissent la vie du noyau.
Il y a une vie dans le noyau, avec non pas rien que des neutrons et des, je veux dire, comment on appelle ça, des protons. Parce que bon, ça c'est la vision la plus grossière qu'on peut avoir, c'est que le noyau, c'est des neutrons, protons, mais en fait, il y a plus que ça. Alors, il y a des baryons, des gluons, des mésons, et tralala, tralala. Alors, est-ce qu'on a toujours quelque chose? Peut-être, peut-être. Hein. On a peut-être l'infiniment petit. Hein. Ouais, on peut se dire que l'univers, c'est des milliards d'étoiles. On a, au-delà de l'univers, on a des autres univers, mais on peut se dire que, bon, dans l'infiniment petit, c'est peut-être continuel. Hein. Il y a peut-être. Le monde qui nous entoure, c'est un monde peut-être, je veux dire, on va dire de continuité. Hein. Il n'y a pas. Il n'y a pas de. Il n'y a peut-être pas de discontinuité dans le monde qui nous entoure. En mécanique des fluides, on peut considérer qu'on a un monde continu, voire discontinu, mais ce qu'on étudie, c'est des mondes continus pour pouvoir élaborer des théories mathématiques derrière avec des théories infinitésimales pour pouvoir calculer voilà, des intégrales, des dérivés. Ben, il faut un monde continu de Leibniz. Bon, ouais, on peut se dire que le monde qui nous entoure, ben, c'est un monde continu. Voilà, c'est un monde continu. Donc, est-ce que on peut s'arrêter à des gluons, baryons, mésons? Peut-être pas. Peut-être que le monde qui est au-delà de ça, il est infiniment petit et ça ne s'arrête pas. On ne saura jamais ce qui se passe, je veux dire, dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. À mon avis, c'est pas à la portée des êtres humains, à mon avis. À mon avis. Ouais, donc vous avez vu qu'il y a des interactions fortes et faibles. Hein. Alors, force forte, particules médiatrices, boson, vecteur, gluon, voilà, force forte. Force électromagnétique, particules médiatrices, boson, vecteur, photon, domine dans l'électron entourant le noyau. Force faible, particules médiatrices, boson, vecteur, boson. Ouais, mais ça, c'est des cas de figure. Gravitation, particules médiatrices, boson, vecteur, graviton, pas encore observé. Voilà, bon, eux-mêmes, ils n'ont pas encore observé. Voilà, dans la gravitation. Bon, il y a des choses qu'ils ne savent pas, je vous le dis. Hein. Ouais, de toute façon, ils ne sauront jamais tout parce que, moi, je veux dire, on a beau inventer les plus grandes machines telles que les accélérateurs de particules, ils peuvent aller le plus impossible. Ben, pour essayer, ils essaient de faire des manipulations pour démontrer que voilà, on peut dépasser la vitesse de la lumière. Pour l'instant, ils ne l'ont pas encore dépassé. Peut-être que ça peut se faire, mais peut-être que l'être humain n'a pas les machines adéquates pour pouvoir le faire. Donc, je veux dire, pour l'instant, voilà, on se dit que comme on n'a pas dépassé la vitesse de la vitesse de la lumière voilà, est une constante. Voilà, il ne peut pas la dépasser. Il ne peut pas dépasser. Bon, ça c'est la théorie, parce que bon, la théorie, on ne sait pas encore grand-chose de tout ce qui nous entoure, et on ne saura jamais le tout du tout de ce qui nous entoure. Parce que, comme je dis, peut-être que dans l'atome, c'est l'infiniment petit, donc on pourra trouver autant de particules que l'on veut, mais aussi petites soient-elles. Parce qu'on est peut-être dans un domaine continu et pas discontinu. Et s'il est continu, à ce moment-là, ça ne s'arrête plus. Et alors, comme ça ne s'arrête plus, ça ne sert à rien de faire des études, je veux dire, continuelles, puisque, je veux dire, ça ne s'arrête plus. On va toujours trouver petit. Mais pour l'instant, on s'arrête à voilà, à des étapes, parce que l'être humain n'a pas les capacités voilà, de voir plus loin. Avec déjà des machines qui coûtent énormément cher, voilà, qui font d'énormes. Voilà, je pense à l'accélérateur de particules qui se trouve en Suisse, au niveau du CERN. Mais c'est immense, c'est immense, c'est un coût immense. Et ça coûte cher, les expériences là-bas coûtent très cher. Donc, ce qui veut dire que, bon, je veux dire, le tout, c'est pas aussi de se ruiner, tout simplement pour savoir qu'il y a encore une particule en plus dans la matière. Parce que c'est vrai que jeter tout son argent dans la recherche pour juste pouvoir qu'il y ait une particule en plus qui était découverte, bon, pour la découverte d'une particule, ben, je ne sais pas si ça vaut la peine. Je sais pas si ça vaut la peine. Alors l'univers, on fait des recherches dans l'univers, ben, je veux dire, on a beau faire des recherches, l'univers il est tellement immense que je veux dire, même les recherches pendant l'existence de l'être humain qui va peut-être pas, je veux dire, rester plus de 200, 300, 400 ans, je ne sais pas, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas devin ni prophète, mais je ne sais pas combien de temps va durer l'être humain, mais tout ce temps-là, il n'aura pas la capacité de trouver ce qui se passe au-delà des univers. Voilà, et dans l'atome, je veux dire, le plus. Ouais, enfin, voilà, dans l'infiniment petit, on va dire. Voilà, ici, ça peut vous donner quelques bons, des petites choses, voilà, des petits renseignements, voilà, sur les interactions, voilà, fortes, faibles. Voilà, si elles ne sont pas fortes, elles sont fortes. Si elles ne sont pas faibles, elles sont fortes, voilà.
Donc les interactions nucléaires dans le noyau, nucléaire ça veut dire dans le noyau, hein, elles sont fortes. Donc il y a des interactions fortes, très fortes, et des interactions faibles. Interaction fait office de force, hein, ce sont des forces. Des forces fortes, interaction faible, c'est des forces faibles. Donc, vous voyez que dans l'atome, il y a la mainmise de force. Au plus petit des éléments, il y a des forces. Au plus grand des éléments dans l'univers, il y a des forces, des énergies, des forces, voilà, qui sont mises en jeu. Et dans le plus petit, donc les forces sont partout, si vous voulez. Les forces sont animées dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, dans l'univers tout entier. Et les énergies, c'est pareil. Donc, qui dit énergie dit force, parce que la force, qui dit force, vous voyez d'ailleurs ici, il parle d'énergie nucléaire, énergie nucléaire, énergie renouvelable. Voilà, dès le moment où on parle de force, on ne peut pas s'empêcher de parler d'énergie parce que c'est interlié. On ne peut pas parler de force sans parler d'énergie. Parce que ce qui va créer des forces, ce sont, bien sûr, il faut un réservoir d'énergie pour pouvoir mettre des forces en mouvement. Des forces en action, pas en mouvement, en action. Ce qu'on appelle des forces en action. Pour les mettre en action, il faut de l'énergie derrière. Et bien sûr, au niveau de l'atome, on a une quantification de l'énergie. Hein. On a une quantification de l'énergie. Voilà. Et donc, on peut penser à des formes circulaires, elliptiques et tout ce qui s'ensuit, voilà, dans, dans des orbites, bien près des orbites énergétiques quantifiées, etc. Elliptiques, circulaires, peu importe. Voilà, je vous remercie.